Donc, pour voir la transition, j'ai choisi de commencer par définir ce qu'était le géostatisme avant Copernic, pour voir un petit peu ce qu'a fait Copernic et ce qui a succédé à Copernic. Donc sur une très large période, mais je vais faire des rappels. Alors, le géostatisme sauvait les apparences. Pourquoi je dis ça? On va commencer avec cette fresque de Raphaël qui est au Vatican et qui représente l'école d'Athènes. Et sur l'école d'Athènes, vous avez sur la gauche le vieillard barbu, c'est Platon, et le jeune homme, c'est Aristote. Bon, Platon et Aristote, Aristote a été le disciple de Platon avant de s'en émanciper après ses 35 ans à peu près. Mais tous les deux vont adopter un système du monde qui est hérité d'Empédocle. Et en gros, ce système du monde est le suivant. Bon, évidemment, j'ai oublié un pointeur. Si vous avez quelques instants, on va remédier à ça. Non, bon, allez. Bon. Allez, au centre, vous avez... Tu peux me le monter? J'en aurais besoin tout à l'heure, il n'y a que des piles à mettre. Donc, au centre, la Terre. Et dans la Terre, 4 éléments qui sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Et autour, le monde des cieux, parfait, immuable, qui est clôturé par la sphère des étoiles fixes. Donc, deux régions cosmiques très différentes. Et ça, Empédocle, Platon, Aristote admettent ce schéma. Et ce schéma va être très très développé par Aristote, qui va expliquer tous les faits observés à son époque avec un système qui admet donc ce système général. Alors en gros, ce dont nous aurons besoin pour la suite, dans la philosophie d'Aristote, c'est de dire qu'elle est inducto-déductive, on va observer des faits, induire une substance des choses et de la substance déduire les explications de chacune des faits que l'on a observés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc une très grande séparation entre la terre et le ciel. Alors la terre, c'est le domaine de la génération, de la corruption, donc du début et de la fin, du mouvement selon la vie, la naissance et la mort, selon le lieu, le début et la fin, donc qui est représenté par des mouvements rectilignes et qui ont un début et une fin. Ce mouchoir est fait avec surtout de l'élément terre, mais il peut avoir un petit peu d'élément air et d'élément eau dedans. Si je le lâche, eh bien, il tombe à mes pieds. Il tombe à mes pieds sur ce qui prouve, merci, ce qui prouve que la Terre est fixe au centre du monde, parce que si la Terre était mobile, il tomberait plus loin qu'à mes pieds. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. 4 éléments. Tous les corps sont des mixtes. Et d'autre part, eh bien, au-dessus de la sphère du feu, il y a la sphère des étoiles fixes. Donc les 3000 étoiles qui sont observées à cette époque tournent d'un mouvement circulaire et uniforme autour de la Terre centrale, sont accrochées à la sphère des étoiles fixes. Et entre eux, les étoiles et la Terre, eh bien, il y a 7 astérans, planètes, planétos en grec, qui se baladent dans les constellations en 1 an pour Mars, en plus de 20 ans pour Saturne, et qui tournent d'un mouvement circulaire et uniforme autour de la Terre. Et bien, vous voyez, les deux régions cosmiques, génération et corruption, début, fin, mouvement rectiligne,
tandis qu'ici, mouvement circulaire et uniforme, éternel, et le monde est éternel. Voilà en gros ce que dit Aristote. Alors, Aristote va parler aussi du mouvement selon le lieu. On va en avoir besoin aussi. Alors, si moi je bouge, eh bien c'est parce que j'ai décidé de bouger. Et parce que j'ai une volonté et je suis animé, j'ai une âme, et donc je peux bouger par la propre volonté. Ce mouchoir, eh bien, il n'a pas la volonté de bouger, donc s'il est en mouvement selon le lieu, eh bien, c'est qu'il va vers son lieu naturel, la Terre, et on retrouve la Terre est au centre du monde, l'air est au-dessus, le feu monte et la pluie tombe dans l'air, donc est en dessous de l'air, d'où la place des 4 éléments. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour voir un petit peu Aristote encore, eh bien, il va idéaliser les mouvements selon le lieu, et il va dire, eh bien, les mouvements selon le lieu que je confère par ma volonté propre à des objets, ils cessent quand cesse mon effort. Bon, quelquefois, ce n'est pas tout à fait ça, mais en idéalisant un corps que je pousse s'arrête quand s'arrête mon effort. Donc voilà à peu près tout ce dont on va avoir besoin pour la suite pour expliquer un petit peu le géostatisme et le géocentrisme. Alors vous voyez, ici c'est un géocentrisme. Alors ça va être compliqué après Aristote et notamment, eh bien, les planètes semblent tourner effectivement autour de la Terre, mais dans les constellations, il y a des moments où ils s'arrêtent, ils rétrogradent, ils reprennent leur trajectoire à l'intérieur des constellations. Donc les constellations et les planètes tournent d'un mouvement différent. Alors pour obéir, tout ce qui est dans le ciel et en mouvement circulaire, uniforme, éternel, eh bien, il va y avoir Eudoxe qui va expliquer les trajectoires des planètes en compliquant un petit peu, en disant que les planètes sont accrochées à une sphère qui est l'épicycle, qui va tourner d'un mouvement circulaire et uniforme autour de son centre, qui est sur un cercle qui s'appelle le déférent, et ainsi vous avez les mouvements observés des planètes qui sont rendus en compte par les mouvements d'épicycle autour de déférent, et ça complique énormément le système d'Aristote, mais au moins ça sauve les apparences. C'est-à-dire, ça sauve les apparences, pas tout à fait. Parce que bon, les astronomes vont de plus en plus compliquer le système, et en deuxième siècle de notre ère, Ptolémée va établir un système qui va là rendre compte totalement des apparences des mouvements des planètes. Et les planètes, eh bien, c'est Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Neptune, Saturne et tout cela. Il va en tenir compte. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on observe, on voit que la luminosité varie au cours des années. On voit que de temps en temps ça accélère, de temps en temps ça décélère, ça rétrograde, je l'ai dit, et Ptolémée va compliquer énormément les choses. Donc vous voyez par exemple les mouvements de la planète Mars, elle est sur un épicycle qui tourne sur un déférent, mais en fait pour justifier le fait que Mars change d'éclat, eh bien le déférent n'a pas le même centre que la Terre. La Terre est décentrée, et en fait, pour une planète, il y a toujours ça qui est parallèle à ça, et ça, c'est ce qu'on appelle l'équant. C'est très compliqué, je ne vais pas aller dans les détails, mais en fait, eh bien, lorsque on fait deux positions de Mars différentes, eh bien, la vitesse angulaire est identique par rapport à l'équant, qui a un point supplémentaire. Alors ça devient très très compliqué avec Ptolémée.
mais il sauve totalement les apparences. Et pour expliquer le mouvement des 7 planètes visibles à l'œil vu, il faut 70 sphères qui s'intercalent et déférents et épicycles. Donc, vous voyez, là, on est sur un excentrique totalement. Alors, ça sauve les apparences et Ptolémée a constitué une machinerie géométrique. Le principe est simple, les planètes sont accrochées à des épicycles qui tournent autour de déférents et la Terre n'est pas centrale, donc géostatisme, par contre elle est fixe, géostatisme, mais 70 sphères pour expliquer le mouvement de cette planète, et voilà un petit peu le système de Ptolémée. Alors ce système de Ptolémée, les Arabes vont l'adopter, l'Amalgeste, c'est le livre de Ptolémée d'après les Arabes, le plus grand des livres. Et ici, vous avez un manuscrit d'un arabe, un astronome arabe qui vit au XIIe siècle et qui s'appelle Tutsi et qui vit à Mararé, dans l'actuel Iran. Et il fait un observatoire, il observe exactement, puis il voit que Ptolémée s'est un peu gouré, et donc il fait un système encore plus compliqué, mais lui qui sauve totalement les apparences. Son système ne va pas venir en Occident parce que les Mongols ont la mauvaise idée de couper le monde islamique en deux, l'Est et l'Ouest, et donc on va vivre à l'Ouest avec le système de Ptolémée, amélioré quand même. Alors vous voyez, machinerie géométrique, là c'est simplement le mouvement du Soleil pour expliquer. C'est une machinerie géométrique. On ne le représente pas en totalité, évidemment, mais l'important c'est que par les calculs, eh bien, on arrive à justifier les différences d'éclat, les différences de vitesse et les différences de position par des circulations circulaires et uniformes de toutes les planètes. Bon, eh bien, ce système va parvenir d'abord, c'est le système de Ptolémée. Si on fait l'histoire de l'Occident, vous voyez, par exemple, en France, dans ce qui est la France, eh bien, tout d'abord, on ne va pas connaître le système de Ptolémée, on ne va pas connaître Aristote. Et les clercs qui vivent dans les monastères et qui sont les intellectuels pendant tout le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge, pas tout le Moyen-Âge, mais une grande partie du Moyen-Âge, eh bien, vont avoir un système philosophique qui va essayer de concilier la foi et la raison. La raison, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on explique. La foi, c'est ce à quoi on doit croire. Donc, il y a différentes manières de concilier foi et raison. Mais en gros, leurs connaissances vont se former à partir de quoi surtout de Platon. Donc, la première image que je vous ai montrée avec une Terre, le géocentrisme vraiment, Terre au centre, avec Platon et avec des pythagoriciens qui sont connus aussi. Or, les pythagoriciens croyaient que ce n'était pas la Terre qui était au centre du monde, c'était le feu. Et le feu, certains pythagoriciens disaient le feu, d'autres pythagoriciens le soleil, mais bon, c'est une théorie qu'avait dénigré totalement Aristote et qui n'était pas du tout généralement développée dans l'Antiquité, quoique c'est pénétré dans le monde latin et aussi donc dans le monde romain, pardon, et aussi dans le monde latin. Alors, voilà Platon, et voilà, par exemple, un manuscrit qui se trouve à la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer. Et c'est un grand poème d'Aratos des Solès, qui est dans l'Antiquité aussi bien connu qu'Homère, et qui fait un poème astronomique, et son poème va nommer toutes les constellations, et les noms des constellations que vous avez encore actuellement viennent de Aratos des Solès, et là, dans le manuscrit qui est conservé à Boulogne-sur-Mer,
vous voyez, nous sommes au XIIe siècle, et au XIIe siècle, vous avez la Terre qui est centrale, et vous avez ici, c'est le système de Eudoxe, le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais Mercure et Vénus tournent autour du Soleil, et donc dans ce système, il est clos par la sphère des étoiles fixes, par les constellations, mais il est un petit peu plus compliqué puisque bien, Eudoxe et donc ici certains pythagoriciens expliquent le fait que Vénus et Mercure sont toujours près du Soleil lorsqu'on les voit au couchant ou au levant, en disant que le Soleil les entraîne, et donc le système est plus compliqué. Bon, XIIe siècle. Et XIIe siècle, dans les pays andalous, il y a quelqu'un qui est tout à fait important, c'est Imrush, Averroès, qui va réussir à rétablir Aristote et va en faire un enseignement complet qui va passer chez les latins, et ça va révolutionner totalement la vision du monde que l'on a dans les espaces chrétiens latins, et on va essayer d'adopter les découvertes d'Aristote, de Ptolémée et de Averroès, Imrush, avec la foi. On va essayer de les accorder avec la foi. C'est ce que va faire notamment au XIIIe siècle Thomas d'Aquin, qui réussit à concilier Aristote, pas forcément Ptolémée, avec la foi, en disant, eh bien, le ciel, c'est le domaine de la perfection, la terre, le domaine de la naissance, la corruption, et au centre l'enfer. Dieu a créé le monde, et il sera détruit après le jugement dernier. Donc, l'éternité aristotélicienne est remplacée par les débuts et la fin de la foi, et la scolastique thomiste va être l'enseignement, un petit peu plus tard, l'enseignement officiel de l'Église, et donc on va avoir une cosmogonie qui sera aristotélicienne, mise en concordance avec la foi chrétienne. Et tout ça, ça va aussi évidemment avec la peinture de l'époque, où on voit Dieu, les saints au-dessus des tympans. Vous voyez, nous, on passe ici par cette porte, et ils sont dans les cieux, et par ordre d'importance, depuis le centre jusque la périphérie, vous voyez les anges, la rédemption et tout cela, ça se passe dans les cieux, dans le domaine de la perfection. Alors, cette conciliation entre foi et Aristote, bon, eh bien, le Moyen-Âge, il n'y a pas que des intellectuels, il y a aussi des praticiens. Les intellectuels de l'époque ne s'occupent pas de pratique, et vous avez quelque chose qui est inventé, qui est la bombarde, le canon. Ça faisait beaucoup moins de mal que peut-être ceux qu'on utilise dans l'Est de l'Europe actuellement, puisque un des premiers qui a été fait à Bruges, il a tué ceux qui avaient foutu le feu parce qu'il a explosé sur place, et il a pas, le boulet est resté aussi sur place. Et donc, par des essais et erreurs, on arrive à avoir des engins qui lancent des boulets. Alors, comment expliquer la trajectoire d'un boulet avec Aristote? Ah voilà. Le boulet est lancé, je lui donne une impulsion, et quand l'impulsion s'arrête, eh bien, ça retombe, puisque le mouvement, selon le lieu, s'arrête quand s'arrête l'effort. Donc ça redescend. Voilà. Et vous avez heureusement les artilleurs, ou heureusement ou pas heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, je vous laisse choisir, ils n'ont pas besoin de ça pour lancer leur boulet, mais vous voyez ce qui nous tombe sur la figure, pour les scientifiques et les aristotéliciens de l'époque, eh bien ça fonctionne comme ça, et vous avez plein d'images qui sont dans ce sens, parce que c'est la théorie qui vous permet de connaître le mouvement des corps. Alors,
à cette époque-là, il y a aussi Alphonse de Castille qui fait faire des tables, qui sont des tables astronomiques. Bon, en fait, les gens qui le font sont à Séville, et ceux qui travaillent à faire ça prennent les tables de Ptolémée, et ce sont des Arabes et ce sont des Juifs qui travaillent ensemble pour un roi catholique, et les tables alphonsines vont être un petit peu diffusées dans le Moyen-Âge chrétien, mais pas tellement utilisées, seulement par les astronomes savants, et le système concordance entre foi et raison n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Bon. Xnoma d'Aquin, c'était le XIIIe siècle. XIVe siècle, donc on a une bonne synthèse entre Aristote et la foi au XIIIe siècle. XIVe siècle, eh bien, on va commencer à travailler plus particulièrement des aspects particuliers. Et notamment, il y a Jean Buridan, qui est évêque de Paris, qui fait partie des mécanicien parisien, qui va avoir des écrits sur la terre et sur le ciel, dans lequel il va, par plaisir intellectuel, essayer de concevoir ce qui pourrait se passer si il y avait la même chose qui régnait sur terre et dans le ciel, par pur exercice intellectuel. Bon, ça, c'est la première chose. Et il va faire des expériences mentales. Ça, on voit apparaître les expériences mentales chez Jean Buridan. Et il va faire des réflexions à partir des observations réelles en faisant des expériences mentales. Alors, par exemple, il se dit, lorsque je suis sur un bateau et lorsque je vois le port s'éloigner, ce n'est pas le port qui s'éloigne, c'est le bateau. Et donc, ce n'est pas parce que l'on voit les astres bouger qu'ils bougent. Peut-être que c'est la Terre qui bouge. Et il essaie de faire des expériences mentales en disant qu'est-ce qui se passerait si c'était la Terre qui bougeait. Alors, il dit, bien, si je me mets sur un bateau et si je lance un corps, eh bien, la force avec laquelle je lance un corps va diminuer au fur et à mesure que l'objet va s'écarter de ma main. Et donc, le mouvement ne suit pas la trajectoire indiquée par Aristote, le mouvement va suivre quoi ? Plus je m'écarte de la bouche de canon, et moins la force est forte, et par contre, le mouvement naturel devient important, donc il dessine des trajectoires qui sont des paraboles, avec une diminution progressive de la force du canon et la présence, évidemment, de la force qui attire le boulet sur la Terre. Bon, ça c'est la première chose. Donc il appelle ça l'impetus. Là, l'objet lancé contient une partie de la force que je lui ai donnée, c'est l'impetus qui diminue au fur et à mesure que je m'éloigne du bras ou que je m'éloigne de la bouche de canon. Première chose. Et deuxième chose, bien, qu'est-ce qui se passerait si un archer tirait une flèche à la verticale sur le mât au pied du mât d'un navire? Si le navire est à l'ancre, idéalement, la flèche retombe au pied du mât. Si le bateau, expérience mentale, va d'un mouvement uniforme, eh bien, l'archer suit le mouvement uniforme, l'arc suit le mouvement uniforme, et donc la flèche suit le mouvement uniforme par impetus et retombe au pied du mât. Donc, un corps tombe à mes pieds sur une terre en mouvement. Et comment tombent les corps ? Eh bien, il va donner une loi
proportionnel dans lequel le temps et l'espace varient proportionnellement. On ne sait pas comment il a obtenu cela. Il représente ça par des histogrammes et on ne sait pas comment il l'a fait. On sait maintenant que cette loi se révèle fausse. Mais voyez, Buridan, tout ce qu'il amène, expérience mentale, impetus, expérience pratique aussi, et la possibilité de la mobilité de la Terre. Son élève, Nicole Orem, évêque de Bayeux, veut aussi concilier la foi et la raison. Et il continue le travail de Buridan, et il va se demander, eh bien, si j'ai deux bateaux qui sont sur une mer très très calme, l'un à l'ancre et l'autre qui bouge, je suis enfermé dans la cale de l'un d'eux, je ne sais pas si c'est celui qui est à l'ancre ou si c'est celui qui bouge alors que la mer est calme et donc pas d'un mouvement uniforme, eh bien, il dit il faut que je fasse des expériences pour savoir si je suis sur un bateau fixe ou un bateau mobile. Je fais des expériences, je saute à droite, à gauche, en avant, en arrière, je mets un petit oiseau dans la volière, je les laisse voler, je regarde combien coule une goutte d'eau et dans une clepsydre, partout, sur un corps fixe ou sur un corps mobile, les lois sont les mêmes à condition que le mobile soit régulier. Alors, il dit il y a des mouvements qui sont absolus et des mouvements qui sont relatifs. Et vous pourriez dire actuellement, si vous êtes dans un TGV à vitesse constante, vous buvez un café, ce n'est pas votre voisin qui prend le café dans la figure, évidemment. Donc, c'est ce que trouve Nicole Orem, et il en déduit fatalement qu'il n'y a aucune différence dans les lois physiques sur un corps mobile de façon uniforme et sur un corps fixe. Relativité du mouvement chez Nicole Orem. Il y en a qui vont s'en souvenir. Et simplement, il dit donc qu'il serait plus simple de faire tourner la Terre autour du Soleil parce qu'elle est plus petite et donc ça irait mieux, qu'elle a une forme sphérique et donc elle peut tourner, mais ça serait plus simple pour le calcul aussi, mais il ne peut pas l'accepter. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Josué a arrêté le soleil pour permettre aux Juifs de filer la pilée à leurs ennemis. Eh bien, s'il arrêtait le soleil, c'est que le soleil bougeait. Donc, finalement, la foi nous dit que le soleil bouge. Nous sommes donc au XIVe siècle, mais vous voyez déjà les démarches qui sont faites. Alors là, qu'est-ce qui se passe au début du XVe siècle ? Il y a le Poggio. Le Poggio, c'est un Florentin, et il va chercher des manuscrits partout en Europe, et il trouve en Allemagne, un manuscrit de Lucrèce, et Lucrèce n'était absolument pas connu avant, et par Lucrèce, on va connaître les pythagoriciens, et connaître qu'il y a des théories qui font du Soleil le centre du monde. Ça, voilà, début du XIVe siècle. Fin du XIVe siècle, le cardinal Nicolas de Cuse, qui connaît tout cela, il connaît Buridan, il connaît Orem, il connaît le Poggio, et ainsi de suite. Et lui, vraiment, c'est un très grand cardinal, on lui propose d'être pape. Non, j'en ai rien à fiche. Élisée un tel, son copain. Alors, Nicolas de Cuse va faire une doctrine dans laquelle il va essayer de résoudre toujours les opposés. Et il dit que Aristote a tort en opposant un cercle et une droite. Parce qu'un cercle qui est un rayon qui est très grand, eh bien, se confond avec sa tangente. Et donc, il n'y a aucune raison d'opposer la droite et le cercle, ça c'est la première chose. Et d'autre part,
Eh bien, pourquoi Dieu, dans sa plénitude, aurait-il fait une petite crotte avec au centre du monde la création? Son pouvoir est infini, et donc pourquoi n'aurait-il pas fait un monde infini où toutes les étoiles sont des soleils et aurait autour des systèmes planétaires et la création aurait des solariens qui seraient adaptés aux conditions physiques du Soleil, comme il y a des terriens adaptés à la condition physique de la Terre. Et donc Nicolas de Cuse écrit la Docte Ignorance. On ne peut avoir qu'un savoir conjectural, et donc notre ignorance a beaucoup de valeur puisqu'elle est conjecturale, mais on ne peut pas avoir une connaissance absolue. Donc nous sommes vraiment au XVe siècle, et vous voyez, en train de concilier foi et raison, vous allez jusque-là. Bon. Mais les choses vont changer d'un autre côté. Là, j'ai privilégié la filiation astronomie et conciliation foi et raison. On va voir que d'autres voies vont s'ouvrir, et ces autres voies vont être, par exemple, ouvertes en Italie. Ici, Dante. Dante qui est la figure d'un intellectuel italien, florentin, qui n'est pas un clerc. Il vit dans l'espace de la ville, et il se mêle tellement des affaires politiques de la ville qu'il est expulsé, banni, et qui va ensuite errer dans l'Italie et écrire sa Divine Comédie. Et Dante est platonicien plutôt, et d'autre part, il est une figure typique du nouvel intellectuel qui va exister, qui n'est plus dans les monastères, qui n'essaie plus forcément de concilier à la foi et raison, qui est profondément chrétien, mais qui vit à la cour des Mécènes, dans un espace qui est un espace pas profane, mais qui est séculier, un espace séculier. Et il y a un déplacement comme ça de la géographie de la pensée, des monastères il y a les monastères, mais il y a aussi la cour des Mécènes qui s'entoure de littérateurs, de teinturiers, d'orfèvres, de banquiers, de commerçants, de scientifiques. Et donc, Dante, c'est ce modèle d'un intellectuel d'un type nouveau. Nous sommes au Trecento, XIVe siècle, Giotto. Et Giotto, ici à Padoue, près de Venise, qui nous représente la mise au tombeau du Christ. Et vous voyez très nettement que les gens souffrent, sont tristes, ont des sentiments, et le Christ, les saints, ont conservé des auréoles, c'est les restes de l'espace parfait dans lequel ils vivent là-haut, mais l'espace de la peinture, c'est plus en haut le ciel et en bas la terre, nous sommes dans un espace où le ciel est bleu. Donc un espace tridimensionnel. Donc le Trecento, XIVe siècle. Et début du Quattrocento italien, Brunelleschi à Florence, qui représente le baptistère de Florence vu comme on le voit du Duomo, qui est juste en face. Alors il représente ça, il met un petit trou, et puis il se met un miroir là, et quand il met le miroir en bas ou il le met en haut, il voit le baptistère où il voit l'image de son tableau, c'est la même chose, et comme en plus il a fait un ciel avec de l'argent, il voit passer les nuages, et qu'est-ce qu'il a représenté? L'espace tridimensionnel sur un plan.
Et cette nouvelle façon de représenter l'espace, homogène, isotrope, eh bien, vous l'avez ici au Musée des Beaux-Arts avec Donatello, évidemment, même époque, début du Quattrocento, et par exemple Piero de la Francesca, dans lequel la cité idéale, c'est une cité qui est formée par des formes platoniciennes, des cônes, des cylindres, des cubes, des parallélépipèdes, avec les points de fuite. Il n'y a plus de scènes qui soient religieuses ici dans cette cité idéale. Et l'idéal est l'homogénéité de l'espace, les proportions, la vue qui est destinée à celui qui regarde, et tout ça est codifié par Alberti avec la naissance de la perspective linéaire qui représente l'espace homogène avec des proportions, et des proportions qui sont telles que le spectateur voit de son point de vue à la distance qui est celle-ci du tableau, le tableau dans ses vraies proportions. Et il devient monstrueux si on n'est pas dans la même position. Donc, naissance d'un espace chez les peintres homogène et isotrope. Nous sommes au Quattrocento, donc 15e siècle. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Chute de Constantinople. Chute de Constantinople. Et Constantinople a conservé plein de manuscrits qui n'ont pas circulé dans le monde arabe et qui n'ont pas circulé dans le monde latin, et notamment Hermès et les pythagoriciens. Tiens, juste après, l'imprimerie qui a été inventée et réinventée plusieurs fois devient quelque chose qui a du succès. Pourquoi? Parce que la géographie de la pensée, c'est plus seulement les monastères dotés de leur bibliothèque, c'est aussi la cour des mécènes. Et donc, c'est quand même un peu chiant d'aller chercher les manuscrits là-bas dans les monastères. Il vaut mieux avoir quelque chose chez soi pour étudier, et donc le livre. Et Gutenberg avec le livre et le succès de sa Bible. Vous voyez qu'immédiatement après l'invention de la manuscrit, eh bien, là, ça c'est une édition tardive, mais dès le XVe siècle, on a les tables alphonsines que je vous ai montrées qui sont imprimées. Je ne sais pas qui s'en sert, mais forcément il y en a qui s'en servent, puisqu'elles sont compliquées, on les imprime. Et eh bien, ici, Ficin à Florence, toujours, nous sommes toujours au Quattrocento, un peu plus tard, et Ficin qui a les livres d'Hermès Trismégiste et qui étudie l'hermétisme, et qui, sur la demande de Comme l'Ancien, traduit comme Hermès, qui croit être un homme qui existe, qui a existé, et l'hermétisme envahit comme doctrine intellectuelle. Et aussi le mythe solaire. Le mythe solaire avec Ficin, quid is lumen, le mythe solaire va envahir la civilisation du Quattrocento. Alors par exemple ici, deux diagrammes qui vous montrent le passage de la Terre à la sphère des étoiles fixes, voyez, par les différentes planètes et avec les différentes muses et les éléments. Ça, c'est du XIVe siècle, et ça, c'est du XVe. Le même diagramme. Vous voyez, quelque chose choque. Ici, le passage est continu. Ici, le mythe solaire. Et le Soleil, qui est l'astre le plus beau du globe, qui n'est qu'à mi-lieu. Ce n'est qu'un mi-lieu, il n'est pas une bonne place. Et vous voyez là, celui qui a fait la gravure hésite, il a mis quand même une certaine importance. Et voilà la représentation à la fin du Quattrocento de Ptolémée. Et vous voyez Ptolémée doté de ses instruments de mesure, mais surtout du Soleil. Donc mythe solaire. Donc vous avez une tendance qui vient des peintres et ensuite de la traduction des manuscrits délivrés par la chute de Constantinople qui modifie beaucoup le contexte intellectuel. Et puis,
fin du XVe siècle. Évidemment, là, ça c'est un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de Cambrai, où l'auteur, qui s'appelle Christophe Colomb, s'est représenté découvrant le Japon, puisque c'est ça qu'il allait découvrir, guidé par les anges. Et on s'aperçoit que le Japon qu'il a découvert n'est pas le Japon, et c'est l'Amérique, ce qui étend la perspective de Ptolémée. Ptolémée n'a pas raison, il ne le connaissait pas, et d'autre part, la Bible ne parle pas de ces peuplades. Quelles sont ces peuplades? Donc, l'univers intellectuel et géographique est totalement transformées, là aussi, déstabilisées. Les connaissances antiques sont déstabilisées, et elles sont d'autant plus déstabilisées que le calendrier à l'époque, le calendrier que nous a légué Jules César, le calendrier julien, est en retard de plus de 12 jours par rapport au Soleil. Bon, alors, vous voyez, il faut s'intéresser quand même aux affaires du ciel, parce que tout déconne, et voilà un petit peu le contexte. Et on a quelqu'un qui s'appelle Léonard de Vinci, qui, dans un dessin, nous fait quoi, ça? C'est la première anamorphose connue. C'est-à-dire que lorsque vous circulez sur une chaussée en vélo, vous voyez les petits vélos dans leur taille normale quand vous êtes en vélo, et si vous êtes au-dessus, vous voyez que ça a été allongé pour que vous les voyiez en taille normale. Première anamorphose connue, eh bien oui, quand on n'est pas dans le bon point de vue, on voit les choses monstrueuses. Mais d'un autre côté, ça ne peut être vu que d'un point de vue qui est bien particulier. Voilà, anamorphose que crée Léonard de Vinci. Vous voyez, on va avoir besoin de tout ça. Et on arrive à Copernic. Alors Copernic, le voici. Ça, c'est un autoportrait de Copernic. Alors, Copernic a un oncle qui est évêque. Et évêque à Cracovie, en Warmie, et il le nomme chanoine. À l'époque, chanoine, c'était administrateur de biens. Et Copernic va toujours refuser la prêtrise, il ne va jamais être prêtre. Il est chanoine, c'est administrateur de biens. Mais on accuse l'oncle d'avoir fait du népotisme, d'avoir donné une charge qui rapporte beaucoup d'argent à son neveu. Alors, il y a sa gueule, et l'oncle dit à son neveu, eh bien, va en Italie 2 ou 3 ans, et puis je t'appellerai quand tu voudras revenir, je t'appellerai, je réglerai le truc. Alors Copernic va en Italie et se fixe à Bologne. Il découvre les gens du Quattrocento, il découvre les peintures du Quattrocento, il se représente en autoportrait comme font des gens du Quattrocento. Il fait des études de droit, puis après de médecine, donc il se met du muguet. Mais ça, c'est un dessin typique du Quattrocento. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'oncle dit, ça y est, j'ai récupéré, tu peux revenir. Et Copernic dit, non, je n'ai pas fini mes études, je reste. Et qu'est-ce que fait comme étude Copernic? Eh bien, il va se fixer, lui qui a eu des enseignements de physique et de mathématiques, donc d'astronomie, qui ne parle absolument pas des pythagoriciens, va se fixer chez Navarro, à Bologne, qui est un astronome qui adopte un schéma qui est d'Eudoxe, le même qu'on voyait dans le manuscrit de Boulogne-sur-Mer tout à l'heure. Et donc, dans lequel la Terre est au centre, mais le Soleil tourne autour de la Terre en entraînant alors, tiens, et par Navarro, il connaît les pythagoriciens, et il apprend le grec pour pouvoir traduire Héraclite d'Eupon. Héraclite d'Eupon qu'on ne connaissait pas, qui vient aussi d'un manuscrit de Constantinople, et lui, Héraclite, fait le soleil au centre du monde. Donc vous voyez, il est dans le Quattrocento, il est tout à fait d'accord avec le mythe solaire, il va, et puis l'oncle lui dit, allez, il faut rentrer. Finalement, après 7 ans, il rentre en Warmie, et
il va écrire, faire très bien son travail de chanoine et écrire un petit peu un système qu'il fait connaître par des manuscrits qui circulent en Europe, un petit commentaire, Commentaribus, et vous avez, voilà, ce que fait Copernic. Eh bien, il met le Soleil au centre du monde, il met Mercure, Vénus, la Terre qui tourne autour, la Terre entraîne la Lune, ensuite il y a Mars, ensuite et ainsi de suite, et il fait circuler ce petit commentaire qui est finalement une adaptation pythagoricienne, mais une adaptation, parce qu'il dit dans son commentaire que, en fait, eh bien, les planètes tournent d'un mouvement circulaire et uniforme et à la même vitesse. Et donc, si Mars revient tous les ans, c'est que la circonférence de Mars fait 1 comme circonférence, tandis que 22 pour Saturne, ça veut dire que la circonférence est 22 fois plus grande. Donc ça, c'est pas du tout à l'échelle. C'est, vous avez la proportion. Et ce petit commentaire va attirer l'intérêt de l'Europe, mais d'un autre côté, on ne va pas s'y intéresser trop non plus, parce que, les rotations circulaires et uniformes, ça ne marche pas pour décrire les rotations des planètes, puisque Ptolémée est passé après Aristote. Si ça le déclarait, bon. Alors la deuxième chose, c'est que alors que la Terre tourne, eh bien, la sphère des étoiles fixes ne montre pas de parallaxe dans les étoiles. Puisqu'il n'y a pas de parallaxe dans les étoiles, il est obligé d'augmenter le diamètre du monde de 700 fois, rien que ça, du rayon de 700 fois, 40 000 en volume. Donc, bon, et il y a un vide énorme entre Saturne et la sphère des étoiles fixes. Et d'autre part, eh bien, ce que l'on voit, Copernic nous dit, oui, je n'ai pas des bons calculs là, mais je vais les faire, mes calculs. Et imaginez que ce n'est plus la Terre qui est là au centre du monde, c'est le Soleil. Et donc, qu'est-ce que l'on a? De la Terre, vous avez une anamorphose du monde. Vous avez une anamorphose du monde. Et donc, vous voyez une anamorphose, et donc, par les calculs, il faut retrouver la Terre. Et ces calculs, il va mettre 25 ans à les faire. Et 25 ans à les faire et à publier sous le nom de De Revolutionibus en 1543. Et le De Revolutionibus, le premier livre, et il y a 6 livres dans le De Revolutionibus, 6 livres. Le premier livre explique son petit commentaire et le détail, et il ne parle pas d'autre chose que d'astronomie. Alors notamment, comment tombe ça sur une Terre en mouvement ? Il ne répond pas, il ne soulève même pas le problème, et il écrit son premier livre avec les proportions du Quattrocento, avec une unité du monde, une unité perspectiviste, avec le Soleil au centre, parce que, écrit Copernic, eh bien c'est là que l'astre le plus important trône pour regarder toute la création. Ouais, c'est un argument quand même assez affectif. Et il reprend textuellement des passages d'Alberti dans son traité de la perspective pour justifier son truc. Ça, c'est le premier livre. Et c'est le seul qui circule vraiment. Et les 5 autres livres, c'est quoi? C'est Copernic, quand il dit tout ça, il sait qu'il a faux. Et les 5 autres livres, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit, même avec la déformation de l'anamorphose, il est obligé de rétablir les excentriques, les épicycles, simplement, il y en avait 70 avec Ptolémée, il en gagne 6. Il gagne 6 cercles, 6 sphères, donc il en est à
donc 64 à la place de 70, et on demande comment se fait qu'on ne sent pas le mouvement de la Terre, il ne sait pas répondre, il ne connaît pas Nicole Oren, il ne connaît pas Nicolas de Cuse, ça il ne connaît pas, et donc les 5 autres livres de son De Revolutionibus, c'est du calcul pour justifier les apparences. Et il arrive, en gros, à justifier les apparences, et c'est parce qu'il a réussi dans ses calculs qu'il publie son livre avec le Soleil au centre du monde, les mouvements circulaires et uniformes, le monde fermé par la sphère des étoiles fixes. Vous voyez, ça c'est le livre original, vous voyez que la complication reste quand même, quel est le gain? Et Copernic meurt. Copernic meurt, et les deux seuls qui s'opposent à Copernic de son vivant, c'est Luther et Calvin. Ce fou qui veut mettre l'art de l'astronomie à l'envers, dit Luther, cet imbécile qu'il faudrait brûler parce qu'il dit vraiment de trop des inepties, ça c'est Calvin. Et Mélenchon, qui est, pas mon concurrent aujourd'hui, qui est un des maîtres de la réforme, lui ne trouve rien à dire à Copernic. Mais évidemment, ce que reprochent Luther et Calvin à Copernic, c'est que Josué a arrêté le Soleil, donc le Soleil tourne. Et nous sommes, évidemment, à l'époque de la réforme. Et la réforme va revenir à quoi? Eh bien, à signification littérale de la Bible et de l'Évangile. Et l'Église catholique va partir dans une réforme également, au Concile de Trente, qui est juste 2 ans après la publication du De Revolutionibus, et ça va être retour à quoi? L'Évangile littérale et la Bible littérale, ce qui n'avait jamais été qu'une tendance parmi plein d'autres au Moyen-Âge. Là, c'est devenu l'enseignement officiel de l'Église. Donc, eh bien, Josué a arrêté le Soleil, donc le Soleil bouge. Et doctrine officielle, à la fois pour les protestants et pour les catholiques, pour donc tous les réformés des un ou l'autre camp. Donc voilà. Nous en sommes là, donc, au tout début, tout à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Fin du XVIe, il y a quelqu'un qui est un moine défroqué, Giordano Bruno, qui a lu Nicolas de Cuse, qui a lu Copernic, du moins le premier tome de Copernic, et qui trouve que la jonction entre Nicolas de Cuse et Copernic, c'est très bien. Et en 1574, il donne 3 discours à Oxford sur l'infinitude du monde. En gros, c'est pourquoi Dieu aurait-il fait une petite crotte avec une création au centre, lui qui a une puissance infinie. Et en métaphysicien très audacieux, Giordano Bruno postule un monde infini à la mesure de Dieu, à l'infinitude de Dieu, dans lequel le Soleil, eh bien, c'est une étoile, dans lequel toutes les étoiles ont des systèmes solaires. Vous voyez bien un petit peu l'influence, et il rend hommage à Nicolas de Cuse, le divin Cusin, et il va le citer et l'avoir... Il fait ça, il se fâche avec tout le monde, en France, en Allemagne, à Toulouse, en Suisse, en Angleterre. Il retourne à Venise, on le dénonce, on l'enlève. Il est amené à la prison Saint-Ange à Rome, torturé pendant 7 ans. Il n'abjure pas, et en 1600, pour fêter l'année sainte, il est brûlé vif sur la Campo de Fioro, et
en ayant pris la précaution de clouer sa langue sur une planchette pour qu'il ne parle pas avant l'exécution. Et maintenant, il sait s'il disait la vérité, disent les libelles qui sont distribués après son meurtre à Rome. Donc, les coperniciens vont être rendus prudents. Alors, ça, nous sommes donc en Italie. Et puis, il y a Copernic va être discuté aussi par des gens qui sont astronomes. Et notamment ici, ce bon vivant qui s'appelle Tycho Brahe. Et Tycho Brahe, lui, eh bien, refait les calculs de Copernic, refait des observations, refait les calculs de Ptolémée, des tables alphonsines, et il voit qu'ils ne sont pas d'accord, et il dit il faudrait bien savoir qui est d'accord. Donc il se fait construire des observatoires dans la Baltique et Uranisborg, avec des instruments extrêmement précis, et il arrive à faire des mesures d'étoiles à 2 minutes, 4 minutes d'angle près, ce qui révolutionne totalement toutes les tables. Il réécrit les tables d'observation, il fait des corrections grâce à par réfraction, et il donne des nouvelles tables, et il va donner un système qui est celui-ci, qui est la Terre est au centre du monde, le Soleil tourne autour de la Terre en entraînant Vénus, c'est celui de Dox, c'est celui de la bibliothèque de Boulogne, et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il donne des tables qui sont les plus justes qu'on ait fait dans l'état actuel de nos connaissances et vues du XXIe siècle, d'une part, et d'autre part, ce qui le choque dans Copernic, c'est que Copernic ne permet pas d'accepter la physique d'Aristote. Là, il sauve la physique d'Aristote, puisque la Terre est au centre du monde. Et d'autre part, il y a un vide disharmonieux, 700 fois de vide entre Saturne et la sphère des fixes. Le monde est disharmonieux, ça ne peut pas exister comme ça. Donc, le sien est harmonieux, et il meurt d'avoir trop bien mangé dans un repas. Et les calculs de Tycho Brahe vont être repris par quelqu'un qui l'a assisté et qui s'appelle Johann Kepler, qui lui est plutôt dans le genre A7. Avant, alors Tycho Brahe vit à Uranisborg, après à la cour de Rodolphe II. Lui vit aussi à Prague à la cour de Rodolphe II. Et Rodolphe II, à l'époque, accepte des protestants, des catholiques, des arabes, des juifs et même des païens. Et bon, il sera renversé et tout ça s'en ira. Mais donc Kepler, avant de connaître Tycho Brahe, eh bien, étudie Copernic. Et étudie Copernic, premier livre, et les autres aussi. Et en fait, il a l'idée de faire le monde de Copernic à la proportion. C'est-à-dire que, bien, rayon 1 pour Mars, à rayon 24 pour Saturne. Et en le faisant à la proportion, à l'œil, il voit qu'il y a 7 planètes, évidemment. Bon, la Lune, elle est liée à la Terre, et donc ça fait 6 autres qui tournent. Et il y a 5 polyèdres réguliers. Alors il pense, lui, platonicien, à mettre des polyèdres réguliers. Il voit que c'est à peu près les mêmes proportions, des polyèdres réguliers et des sphères qu'il a décidé à la proportion. Puis après, il se dit, oh ben, c'est l'espace. Donc, il faut regarder, et il y a 5 polyèdres totalement réguliers dans l'espace. C'est le cube, l'icosaèdre, le tétraèdre, l'octaèdre et le pentagonododécaèdre. Eh bien, il pense, dans une géographie mystique, à mettre le Soleil au centre, la sphère des étoiles fixes à la fin. Le Soleil, c'est Dieu le Père, la sphère des étoiles fixes, c'est Dieu le Fils, et l'espace intermédiaire, c'est le Saint-Esprit. Et il va empiler les solides réguliers de Platon et va mettre les sphères inscrites et circonscrites à chacun des polyèdres, et ça donne à peu près la même géométrie que celle que Copernic a fait à l'échelle.
Alors, il est très content, il a fait une géographie, il publie ça sous la forme de Mysterium Cosmographicum, et il dit, eh bien, la sphère, c'est la perfection, et les polyèdres, c'est la matérialisation. La matérialisation a des côtés, ça, avec un début, une fin. Vous voyez, il ne rompt pas tout à fait avec Aristote. Et il y a les planètes tournent sur des grands cercles qui sont sur les sphères inscrites et circonscrites au polyèdre. Mysterium Cosmographicum. Et il envoie ça à quelqu'un qui est mathématicien à Padoue et qui s'appelle Galileo Galilei. Et Galileo Galilei envoie une lettre à Kepler disant « Je vois que tu as placé le Soleil au centre du monde comme notre cher Copernic, ce que je n'ose faire ici, tellement je suis entouré d'imbéciles et de sots. » Bon, alors, youp, évidemment, il est à Padoue et le Giordano Bruno a été enlevé à Venise. Nous sommes en 1596 et Giordano Bruno est en train d'être torturé à Saint-Ange. Bon, alors évidemment, Galilée ne dit rien. Et un de ses copains, alors voilà, à un de ses copains, il va dire, mais Kepler, il m'a envoyé un livre copernicien, mais c'est un tissu de bêtises, c'est totalement mystique. Comment voulez-vous qu'une telle outre puisse contenir du bon vin? Et Kepler, après la mort de Tycho Brahe, va récupérer les tables de Tycho Brahe. Et les tables de Tycho Brahe vont le dispenser de faire des observations parce que c'est un dieu qui les a faites, donc elles sont justes. Et il va essayer de triturer les chiffres pour réussir à faire concorder les chiffres avec son système héliocentrique. Et le système héliocentrique eh bien, il va notamment essayer de trouver, et ce qu'il fait en 1607, la trajectoire de la planète Mars, en disant que la planète Mars tourne non pas sur une sphère, mais sur une ellipse, et qu'elle parcourt l'ellipse selon la loi des airs, c'est-à-dire là c'est très très déformé évidemment, c'est-à-dire que pour aller de là à là, Mars met le même temps que pour aller d'ici à ici, parce que l'air ici, la surface égale cette surface-là. Donc il trouve les deux lois pour la planète Mars, il l'étend aux 7 planètes, et évidemment les ellipses, c'est à l'intérieur de son système, là, ça remplaçait simplement les grands cercles. Et d'ailleurs, c'est presque des cercles. Et il adopte toujours ça, mais qu'est-ce qu'il a? Il a des lois selon lesquelles il dit, bah oui, c'est normal, parce que les planètes appartiennent aux cieux, donc doivent être sphériques, mais sont une matérialisation, donc c'est un petit compromis, c'est une ellipse. Voilà. Et je me résous à faire ça. Et 10 ans plus tard, il va chercher une relation entre les planètes ensemble à partir des tables de Tycho Brahe pour trouver des lois à partir de ces chiffres, et il va pouvoir publier l'Harmonia Mundi, et dans lequel il transforme les orbites elliptiques des planètes, il les transforme en gamme de en notes de la gamme, ce qui va faire que chaque planète va avoir une harmonie et créer l'harmonie des cieux. Voilà Kepler et son mysticisme. Alors évidemment, Galilée, qui est là, il pose avec un petit engin dans sa main. Tout simplement parce qu'en 1609, il y a un de ses étudiants qui vit à Paris qui lui dit « On vend à Paris quelque chose qui a été inventé par des Hollandais et qui est une lunette d'approche qui ne se vend pas parce qu'on voit flou et irisé. » Alors il dit « Apporte » et il se fait apporter la lunette.
Il est à Padoue, à côté de Venise, il obtient des verres d'une très grande qualité, il les polit lui-même et il arrive à faire des lunettes d'une très grande qualité qu'il va utiliser pour regarder d'abord le monde et puis ensuite les cieux. Et les cieux, il va pouvoir les interpréter grâce à les lois de la perspective dans lesquelles il est pétri. Et de Kepler, il dit, non, Kepler, il a fait un système comme ces peintres qui nous font des figures humaines avec des légumes. C'est totalement disgracieux. Vous voyez ce que pense Galilée d'Arcimboldo. Et donc Galilée va utiliser sa lunette et grâce à la lunette, eh bien, il va pouvoir observer la Lune et les cieux. Et ce qu'il trouve, c'est que la Lune, ça c'est des aquarelles de Galilée, n'est pas du tout un être sans défaut, qu'il y a des cratères, il y a des mers, il y a des montagnes, il y a des levées de soleil, il y a des couchers de soleil. Grâce à sa connaissance perspective, il arrive à mesurer la hauteur de montagne. Les valeurs qu'il donne sont encore retenues actuellement. Il tourne la lunette vers Orion, il voit 72 étoiles nouvelles, les cieux ne sont pas immuables. Il tourne la lunette vers Jupiter, voilà son manuscrit, et un jour, il voit des étoiles nouvelles à la gauche de Jupiter, le lendemain, elles sont sur la droite, et grâce à une connaissance profondément cinétique, il interprète les positions des étoiles qui apparaissent à côté de Jupiter en disant ce sont des satellites de Jupiter, et Jupiter qui tourne autour de quelque chose, soit la Terre, soit le Soleil, entraîne des satellites avec lui, comme la Terre entraîne la Lune. Voilà, il n'explique pas pourquoi la Terre est entraînée par la Lune, mais il dit qu'il y a d'autres corps qui le font, et toutes ces découvertes, il les publie en 1610 dans le Siderus Nuncius, qui va dire ce qu'il voit, et toutes ces qualités observationnelles, c'est de dire que Copernic a raison, et que la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil dont il découvre les taches solaires qui sont en rotation. Il découvre la rotation de la Terre. Il découvre ensuite Vénus, que Vénus a des phases qui ne peuvent s'expliquer que si on la voit d'une Terre qui est extérieure au Soleil, d'un espace perspectif qui explique les phases comme la Lune, tandis qu'on ne peut pas l'expliquer dans le système géostatique. Donc, il est très content et il publie son système, un système qui admet que le monde est clos, formé par la sphère des étoiles fixes, avec le Soleil au centre, la Terre qui entraîne la Lune, Jupiter qui entraîne les étoiles médicéennes, et voilà, et ce système est condamné par l'Église pour des raisons de coïncidence, Josué a arrêté. Galilée n'est pas inquiété, pas du tout, mais Copernic est condamné 80 ans après sa mort. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau pape est élu, qui était un copain de Galilée, qui avait dédié des poèmes à Galilée, et sous ce pape, Galilée obtient l'imprimature d'un livre qui va parler du système d'Aristote et du système de Copernic, d'abord le nihil obstat, puis l'imprimature, et ça va être imprimé à Florence. Et à Florence, ce dialogue entre trois personnes à Venise, entre Sagredo, Salviati, qui sont des copains de Galilée qui sont morts, et Simplicio, va se dérouler en plusieurs journées. Simplicio va défendre les arguments aristotéliciens, et toujours il va admettre que les autres sont meilleurs, et ça va se terminer en disant de toute façon Dieu a fait ce qu'il a voulu, et c'est Simplicio qui prononce cette phrase. Alors qui
Évangile qui scandalise évidemment, le bouquin a beaucoup de succès, il est très bien écrit, scandalise les gens qui sont à l'Inquisition, et en plus Galilée se permet des petites allusions à l'autorité de l'Église, et il va être condamné. Les allusions qu'il se permet, c'est en invoquant il ne le cite pas, Giordano Bruno, haute autorité de l'Église, dit-il, mais aussi l'évêque d'Hippone, Augustin, au IVe siècle, Augustin, en disant, eh bien, Dieu s'est révélé par ses paroles et par ses actes. La Bible nous dit les paroles et il faut la croire pour aller aux cieux, pour avoir la foi. Mais par contre, Dieu s'est révélé par sa création, le monde, et il ne nous a pas dit comment il l'avait fait, mais il nous a donné une intelligence. Et donc, grâce à l'intelligence et à la méthode expérimentale, nous allons connaître le plan de Dieu. Il faut développer l'intelligence et dans la science, eh bien, l'Évangile n'a pas voix à la parole. Le Saint-Esprit doit nous montrer comment aller au ciel, il ne peut nous dire comment le ciel est. Évidemment, c'est ça qui est condamné, et il est condamné à la prison à vie dans une de ses propriétés à Arcesti. Voilà. Et Arcesti, il a le temps de mettre en ordre tout ce qu'il avait fait lorsqu'il était jeune, et cette mise en ordre va publier dans les Discorsi à la fin de sa vie, 1638, et en gros, eh bien, il va expliquer il va reprendre les exemples de Niccolorem, presque textuellement, démontrer qu'une boule tombe à nos pieds sur un bateau en mouvement ou un bateau fixe, c'est la même chose, relativité des mouvements, sur la tour aussi, et il va aller observer, il avait observé quand il était jeune les pratiques des artisans à l'intérieur des arsenaux de Venise, il les introduit pour fonder une méthode expérimentale qui va observer, mesurer, quantifier, déduire, avoir des théories qui va confronter par l'expérience ou par les prévisions. Et eh bien, notamment la chute des corps, eh bien, il va pouvoir mesurer la chute des corps, il vérifie que Buridan s'est trompé, et il reprend la théorie d'Orem. Est-ce que Dieu n'a pas mis quelque chose de constant là-dedans, dans la chute? S'il a mis quelque chose de constant, c'est peut-être l'accélération. Si c'est l'accélération, il calcule, il doit y avoir des distances qui sont égales au carré du temps, et il vérifie ça grâce à la mesure du temps pris par son pouls, et donc il obtient des lois de la chute des corps sur Terre. Et voilà, il dit, Galilée, eh bien, si je pousse une bille sur un plan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle continue en mouvement uniforme, éternellement, si il n'y a pas de frottement. C'est une idéalisation. Donc il va baser sa physique sur une idéalisation, c'est qu'en l'absence de toute force, le mouvement n'est pas altéré. Et voilà quelque chose qui est tiré des Discorsi. Il nous dit, bien, si on pousse une bille sur la Terre, elle va d'un mouvement circulaire et uniforme, puisque la Terre est sphérique. Et c'est ce qui explique le mouvement circulaire et uniforme des astres. Vous voyez qu'il n'a pas fait de calcul astronomique. Alors il nous dit aussi, oui, à l'endroit où je fais l'expérience, on peut confondre la Terre avec son plan tangent. Mais ce n'est qu'une abstraction mathématique. En fait, le mouvement d'inertie, c'est un mouvement circulaire et uniforme, et le monde tourne par mouvement circulaire et uniforme. Voilà. Un petit peu après, 1647, René Descartes écrit son discours de la méthode, plus l'adoptisme, plus les météores, plus la géométrie, qui sont une application de la méthode. Et dans ce discours de la méthode, il va dire, Galilée s'est gouré, parce que quand on a un caillou
au bout d'une ficelle et que l'on fait tourner autour, il a un mouvement circulaire et uniforme. Si on lâche, il prend la tangente. Donc le mouvement circulaire et uniforme est un mouvement contraint. Et le mouvement d'inertie, c'est un mouvement rectiligne et uniforme. Voilà, il s'arrête là, c'est déjà pas mal. Et pour Descartes, le monde est plein et infini, et il y a des tourbillons qui entraînent les terres, qui font tourner la Terre, et le monde est plein, et toutes les étoiles sont des centres des tourbillons et peuvent avoir des systèmes planétaires. Bon. Un des élèves de Descartes, mais qui va être beaucoup plus fort en physique, qui est Christian Huygens, il va calculer la force qui retient la bille, ça c'est un cercle vu du haut, hein, donc la bille sur son orbite. Et il trouve que la force qui retient la bille sur un mouvement circulaire et uniforme, c'est la force centripète, et qui vaut quoi? 1 sur le carré de la distance du rayon. Ah, 1 sur D2. Et ce 1 sur D2, le successeur de Huygens, un jeune homme ici de 22 ans, écrit du haut de ses 22 ans. En ce qui concerne la physique, M. Descartes n'a jamais rien écrit de bon. Et comme, d'une part, il veut que ce soit lui qui trouve tout, il ne va pas citer du tout Huygens. Et ce monsieur, c'est Isaac Newton, et qui, après avoir été recalé pour des études sur les couleurs, va faire les Principia Mathematica en 1684, et dans lequel il va expliquer le mouvement de la Lune autour du Soleil. Vous voyez, si la Lune, à un moment T, est ici, et si elle est lâchée, elle va là. Or, elle n'est pas là, elle est ici. Si à T', elle est là, et qu'il n'y a pas de force qui s'exerce sur elle, elle va là. Or, elle n'est pas là. Bien, la Lune est retenue sur son orbite par une force qui est dirigée vers le centre de la Terre, et la Terre est retenue par une force dirigée vers le centre du Soleil, et il invente le calcul infinitésimal. Il justifie les trajectoires elliptiques de Kepler et par les forces de gravité dans un monde vide. Voilà, parce que la force de gravité a la même direction que la force qui retient la Lune sur son orbite. Il s'amuse à vouloir les comparer en utilisant les formules de Christian Huygens, et il va pouvoir démontrer que c'est la même et construire sa gravitation universelle. Et donc le monde est vide, les forces s'attirent entre elles proportionnellement à l'inverse du carré de sa distance et directement proportionnellement à leur masse. Okay. Mais qu'est-ce que c'est cette force de la gravité? Ça s'exerce dans le vide, donc ça ne peut pas être une force mécanique. Eh bien, c'est l'action constante de Dieu sur le monde, et Dieu intervient totalement. Et donc il va y avoir une lutte très forte entre les cartésiens qui vont dire Dieu a mis en route le chaos, et depuis il a fait une horloge parfaite, et depuis le monde tourne de façon circulaire et uniforme. Et Newton dit non, parce que s'il tourne de façon circulaire et uniforme, il y a du frottement, donc il y a des perditions, donc il devrait s'arrêter, et le monde est vide, et Dieu agit complètement sur le monde. Alors la ministre raconte, oui, le monde de M. Newton a été fait par un Dieu omnipotent, qui est en plus obligé d'agir totalement sur son monde à tout moment, comme un horloger mauvais serait obligé de remonter tout le temps sa montre. Bon, vous voyez donc une grosse opposition entre les deux, monde vide, monde plein, et Dieu qui intervient évidemment par la gravité. Et on s'aperçoit au début du XVIIIe siècle que les conséquences de Descartes, c'est que la Terre n'est pas sphérique mais ellipsoïdale, et que le grand axe de la Terre doit être obligatoirement nord-sud, alors que les conséquences de Newton, c'est le grand axe doit être équatorial. Ah,
une différence entre les deux. Donc on fait des expériences en Laponie et au Pérou pour voir comment s'allonge un ressort, et on voit que c'est Newton qui a raison. Donc, première expérience. Et deuxième expérience, eh bien, il y a Clairaut, d'Alembert, Euler, qui essaient de prendre en défaut Newton sur Terre, Soleil et Lune, à la fois en interaction, et qui, en essayant de les prendre en défaut, démontrent que les lois de Newton sont valables pour 3 corps, 4 corps. Et Clairaut pense que, tiens, la comète de M. Halley va revenir dans 2 ans. Et il fait calculer par Madame Lepote le retour de comète de Halley. Madame Lepote travaille jour et nuit et publie en disant dans 2 mois, elle va apparaître à tel endroit. Non, elle ne publie pas, c'est Clairaut qui publie à sa place, sans la citer, bien évidemment. Avec un jour de retard, on voit apparaître la comète. Toute l'Europe suit la comète, qui suit des trajectoires prévues par la physique de Newton. Donc la physique de Newton est juste et le monde est infini, le monde est vide. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc avec Dieu qui intervient sans cesse? Et vous allez avoir Laplace qui va reformuler totalement la physique de Newton, dans lequel l'espace va avoir 3 dimensions avec des unités égales sur les 3 dimensions. Il va y avoir le temps qui va avoir une autre dimension, et vous allez avoir les forces qui donnent des trajectoires qui se repèrent dans l'espace et dans le temps, et les trajectoires, c'est de l'espace et du temps. Le temps est absolu, l'espace est absolu, et si on connaît toutes les conditions à l'instant actuel de physique du monde, on pourra prévoir son devenir et on peut prévoir le passé. Donc le démon de Laplace, s'il connaissait toutes les conditions actuelles, pourrait prévoir le passé et pouvoir l'avenir. Et qu'est-ce que c'est que la gravité? Eh bien, on ne peut pas le savoir, parce que un corps avec gravité a toujours de la gravité, un autre a toujours de la gravité. On ne peut pas savoir par différence ce qu'est la gravité. La gravité, c'est une propriété inhérente à la matière, et on n'a plus besoin de quoi que ce soit, comme Dieu intervenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bien, ici, vous avez David, qui représente Houdon, qui représente Lavoisier, qui a fait un système du monde newtonien, dans lequel le monde est infini, les étoiles sont des soleils, et vous avez des systèmes planétaires possibles, et Laplace va même jusqu'à inventer la masse d'une étoile telle que la lumière ne pourrait pas s'en évader. Il appelle ça un trou noir. Donc, c'est 1792. Voilà. Alors, ne croyez pas que le système de Newton s'impose quand même. Vous avez l'abbé Pluche qui a écrit à cette époque-là exactement quelque chose qui démontre qu'Aristote et Thomas d'Aquin ont raison. Et en fait, il y a en France, toutes les universités vont enseigner maximum Descartes, quoi qu'il soit interdit, mais Aristote. Et seules 2 écoles vont enseigner Newton, l'école du génie de l'affaire, dont il va y avoir un étudiant qui s'appelle Buonaparte, et l'école du génie d'artillerie de l'affaire et de génie de Mézières, dans lequel il va y avoir un certain Gaspard Monge. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la Révolution française, et la Révolution française va amener au pouvoir des newtoniens, et donc on va avoir un petit peu la fin provisoire de cette histoire, avec les écoles, l'école normale qui va être créée, les lycées qui vont être créés par la Révolution, et l'enseignement qui va être basé sur Newton. Donc vous voyez Copernic, et pourquoi ça appartient eh bien, vous voyez que Copernic tire ses idées, d'une part du contexte, le Quattrocento, le mythe solaire, ses devanciers, Nicolas de Cuse, il ne connaît pas, mais au moins Eudoxe et tout cela. Il va faire un système qui ne marche pas au point de vue de la physique, qui ne marche pas au point de vue de l'astronomie,
qu'il ne prétend pas révolutionner, simplement il fait beaucoup de calculs et après lui on va être obligé de faire beaucoup de calculs et Tycho Brahe fait beaucoup de calculs, ça c'est un vrai renversement. Mais vous voyez que pour arriver au monde qui est le monde copernicien, il y aura encore une drôle d'histoire dans lesquelles les épistémologies qui sont développées par le métaphysicien Giordano Bruno, le mystique Kepler, l'expérimentaliste Galilée, le philosophe Descartes et le mystique à une autre manière Newton. Il voulait renverser la religion catholique, c'était son but final. Eh bien, il y aura quand même un temps. Donc Copernic, c'est vraiment un homme de transition. Excusez-moi, j'étais trop long. Bien, ben, merci Bernard pour cette présentation. Ça donne un peu le vertige. Hein, et moi, je peux pas m'empêcher de réfléchir, d'évoquer le phénomène de contingence. Le phénomène de contingence à faire pâlir les généticiens. Si Newton arrive à la place à la fin du XVIe siècle, à la place de Galilée, est-ce qu'il aurait fait le travail de Galilée? Je sais bien, c'est complètement absurde et gratuit. Avec des si, on ne peut jamais dire. C'est absolument impossible. De toute façon, Galilée, il faut voir aussi qu'il n'a toujours publié que ce qu'il savait pouvoir démontrer. Alors quand on voit ces écrits non publiés, il est absolument évident qu'il croit que le monde est infini. Mais il ne peut pas le démontrer, donc il a toujours publié des trucs avec le monde fini, fermé par la sphère des fixes. Et il y a des passages du Discorsi aussi qui sont intéressants, dans la mesure où Galilée se montre atomiste dans certains passages. Notamment, il explique le fait que l'eau monte dans des colonnes par la puissance du vide. Donc il croit au vide, contrairement à Aristote, mais il serait atomiste. Mais être atomiste, c'est encore plus grave qu'arrêter le soleil. Être atomiste à cette époque-là, là, c'est vraiment digne du bûcher. Pourquoi ? Parce que la réforme protestante nous dit du sacrifice de la messe que Jésus nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et on refait le sacrifice de la messe pour les protestants comme analogie de la scène. Tandis que les catholiques disent ce n'est pas une analogie, c'est réellement transformation du pain en corps du Christ et du vin en corps du Christ, en sang du Christ. Ah, alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'atomisme? Ah oui, mais alors, si vous goûtez le sang du Christ, c'est du vin consacré. Il a toujours le goût du vin. Il a l'aspect du vin. Et si vous prenez l'hostie, elle a toujours le goût du pain et l'aspect du pain. Et ça s'explique, donc le mystère de l'Eucharistie s'explique dans la physique aristotélicienne revisitée par Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Parce que tous les corps ont une substance et un accident. Les accidents, c'est ceux qui nous paraissent sensibles. Le sel a un accident qui est le goût salé et un accident qui est des petits cristaux. Mais sa substance, c'est quoi? C'est une substance saline.
Bien, lors de la concentration, la substance de l'hostie et la substance du vin changent sans qu'il y ait changement des accidents. Donc ce n'est pas étonnant du tout que ça reste avec le même goût. Tandis que si vous admettez l'atomisme, comment vous expliquez ça? Là, c'est un blasphème. Et donc, quelque part, Galilée était très certainement atomiste, mais il ne l'a pas affirmé, parce qu'il ne pouvait pas le démontrer. Et après Galilée, il y a des gens qui, en filiation de Galilée, et notamment le maître en chimie de Newton, étaient atomistes. Et Newton, le jeune Newton, est passé d'un a priori qui était atomiste. D'ailleurs, quand on regarde de l'or, par réflexion, il est jaune, par transmission, il est vert. Ce ne sont pas les mêmes atomes qui passent. Voilà, c'est un a priori pour Newton, un a priori que ne pouvait pas se permettre Galilée et que pouvait se permettre Boyle, le maître de Newton en chimie, ou Newton, parce qu'il vivait, où ça? En Angleterre, qui était anglican, donc dans un pays protestant. Vous voyez que l'atomisme a été lié, le développement de l'atomisme a été lié à des positions protestantes ou catholiques sur l'Eucharistie. On prend le temps de une ou deux questions. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas évoqué Aristarque de Samos? Oui, ben, je ne peux pas éviter. Effectivement, Aristarque de Samos était dans l'Antiquité un pythagoricien qui avait mis le soleil au centre du monde. Et Aristarque de Samos va être connu par Lucrèce, par le Poggio, que j'ai cité, lorsqu'il retrouve un manuscrit en Allemagne qui lui parle de Lucrèce, qui parle d'Aristarque de Samos. Par contre, Aristarque de Samos est bien connu à l'époque de Copernic, et donc merci d'avoir posé la question, parce que Copernic apprend le grec pour pouvoir traduire Aristarque de Samos. C'était la suite de ma question. Donc merci. J'avais oublié de signaler ce point très important. Alors, simplement aussi... On l'arrête pas. Hein. Le nationalisme, on a beaucoup d'écrits de Copernic, en grec, en latin, en allemand. Il n'y a jamais un seul mot en polonais. Hein. Et la warmie n'était... Ouais, je vais tenter de l'européocentrisme, de l'arrêter un petit peu. Et, je voulais savoir juste, est-ce qu'on sait s'il y a eu des systèmes du monde, par exemple en Amérique latine avant la découverte par Christophe Colomb, est-ce qu'il y a eu en Chine, au Japon, est-ce qu'il y a eu des systèmes du monde qui ont proposé différentes positions relatives du Soleil et de la Terre, ou est-ce que dans les autres cultures en général, il n'y a pas eu cette question même de la représentation du monde, quoi? Alors ça, d'une part, je ne suis pas du tout spécialiste et donc je ne vais pas m'avancer sur des trucs que je connais extrêmement mal. Mais bien sûr, il y a eu d'autres systèmes du monde. Bien sûr, il y a eu une Terre plate qui est devenue sphérique déjà avec les pythagoriciens au 7e siècle avant notre ère. Il y a eu en Chine une astronomie qui était extrêmement développée et qui a été... autre que l'astronomie européenne. Pourquoi? Parce que l'empereur était fils du ciel, et s'il n'y avait pas de concordance entre l'empereur et le ciel, c'est que l'empereur avait fauté. Donc ils essayaient, autant l'astronomie gréco, arabo, latine a essayé de voir les régularités, autant les astronomes chinois ont essayé de voir les irrégularités, donc les comètes, les novées, des choses comme ça, qui montraient une discordance entre l'empereur et le ciel, et il y a eu changement quelquefois de dynastie, parce qu'il n'y avait plus accord avec des phénomènes. Mais dans l'astronomie gréco-arabo-chrétienne et ainsi de suite, on va voir quelquefois des comètes,
mais on les signale, mais on ne va pas les signaler avec autant de détails qu'en Chine. Et ils vont commencer à être observés énormément, les comètes, par qui Tycho Brahe. Il va y avoir des comètes qui vont réapparaître, et il va pouvoir calculer qu'elles ne sont pas des phénomènes météorologiques, qu'elles sont au-delà de la sphère du feu, par leur trajectoire. Donc voilà qui rend le ciel qui n'est pas incorruptible avec des phénomènes un petit peu bizarres. Et donc voilà, c'est le XVIe siècle qui va commencer à observer les novées et les comètes de façon systématique. La jonction entre les deux. Donc les systèmes en Amérique, je ne connais pas, et les autres civilisations, ça pourrait être fort intéressant. Il faut lire Duhem, Le système du monde, qui essaie de recenser tout cela, et des gens aussi spécialistes, Nidam par exemple, sur l'astronomie chinoise. Alors, si je me souviens bien, vous aviez commencé votre présentation en parlant de sauver les apparences. Oui. Et moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi il fallait absolument sauver les apparences. Est-ce que c'était l'idée que, à défaut d'avoir autre chose, on va essayer de coller la réalité aux thèses aristotéliciennes, ou est-ce que c'était vraiment, il faut absolument que, d'un point de vue religieux, tout concorde avec les thèses aristotéliciennes et qu'on va tordre la réalité dans tous les sens? Est-ce qu'il fallait que ce soit absolument géostatique, ou est-ce que, à défaut d'autre chose, on adoptait ce point de vue du monde, enfin de l'univers? Alors, le sauver les apparences a été, dans l'astronomie grecque tardive, Ptolémée, qui était donc début du deuxième siècle de notre ère, qui veut sauver les apparences, ça n'a rien à voir du tout avec les chrétiens à cette époque-là. C'est simplement le plaisir, intellectuel, pouvoir rendre compte des mouvements observés des planètes. Sauver les apparences, c'est avoir réussi à faire un système qui va nous donner les positions, prévisions. Ça sert à quoi? L'astrologie, ça sert à trouver les positions de navigation, des choses comme ça. Les saisons, les influences des saisons sur les germinations, sur la vie des hommes, et ainsi de suite, depuis la plus haute antiquité, depuis la préhistoire. Mais sauver les apparences, bien oui, c'était de faire une machinerie géométrique pour pouvoir rendre compte. Et c'est devenu la science des sciences en pays musulman, parce que l'astronomie, c'était la plus belle des sciences, celle qui s'intéresse, et donc il était intéressant de s'y intéresser pour elle-même, puisque c'est la plus belle des sciences. Mais de plus, elle permet de connaître la direction de la Mecque pour faire les prières. Elle permet de circuler dans les déserts. Donc, il va y avoir un développement également extrêmement fort avec l'invention de la projection stéréographique, le développement des astrolabes et ainsi de suite dans le monde musulman. Et je vous ai dit, dans le monde chrétien, les tables alphonsines, c'est presque... c'est pas ça qui va être important. Ça va être important à partir de Copernic, qui veut lui aussi sauver les apparences et donc faire un système dans lequel il va reprendre les choses qui sont dans les tables alphonsines, qui sont chez Imrush et qui sont chez Ptolémée. Ensuite, il va falloir, puisque la science expérimentale doit être explicative et prédictive, il va falloir trouver les systèmes. Donc, de toute façon, il faut toujours sauver les apparences, encore maintenant. Alors, je voulais remercier ton érudition illimitée sur ce sujet et de faire partager quelques impressions du point de vue de l'ignorant ou de l'homme de la rue que je suis sur ces questions. Moi, je suis frappé de voir que c'est une histoire des idées qui renvoie à l'histoire de la mondialisation, tout au moins en Occident. On voyage beaucoup. Enfin, bref, il y a une géopolitique quand même de cette affaire qu'on pourrait développer. Ma deuxième idée, c'est qu'il y a quand même une poétique de cette affaire, parce que cette histoire, elle avance en crabe. Moi, c'est l'imaginaire que je mobilisais
en t'écoutant. C'est-à-dire, il y a vraiment une poésie, il y a un récit qui a sa spécificité. La troisième idée, c'est que derrière ça, il y a une anthropologie qui est mobilisée. Il y a toujours une tension entre croyance, raison, et puis il y a le domaine de l'intuition. Alors l'intuition, parfois, elle se base sur la raison raisonnante, mais elle se base aussi sur les croyances, notamment religieuses, qui sont dominantes. Et puis cette histoire de sauver les apparences, c'est vraiment intéressant. Tu l'as répété 5 à 10 fois, sauver les apparences. Alors je pense qu'il y a à la fois un principe épistémique, donc sauver les apparences, il faut que ça colle, il faut que ça rentre. Bon. Il y a une dimension éthique, et puis on risque sa peau quand même dans son affaire, et son salut. Donc sauver les apparences, c'est un principe très très puissant, et ça se joue de manière multidimensionnelle. Voilà, quelques retours de réflexion. Alors, pour rebondir seulement sur la fin, parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le reste, bon, il ne faut pas sauver sa peau en sauvant les apparences. Finalement, l'étable alphonsine, on s'en fout un peu. En Occident, on ne s'en fout pas du tout. Dans le monde musulman et le monde islamique, là, au contraire, ça devient quelque chose de très très important. Mais ce qui est important, je crois, c'est d'avoir des images de géographie de la pensée. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça avance en crabe, mais en tout cas, il y a des géographies de la pensée. C'est-à-dire que les Grecs vont avoir des raisonnements qui sont qualitatifs, ils ne sont pas du tout quantitatifs. Il y aura plusieurs philosophies grecques qui vont s'affranchir, mais finalement, il faut expliquer l'homme et ses sensations par une logique. Aristote fait la meilleure des logiques inductives, déductives, dans lequel on déduit toutes les explications à l'époque où il vit. Ensuite, c'est cédé. Il y a une géographie de la pensée dans le monde, dans la science en pays d'islam, qui est faite par des musulmans, par des chrétiens, par des juifs et par des païens qui tous utilisent la langue cultuelle et culturelle qui est l'arabe, évidemment beaucoup plus de musulmans que des autres, et il y a une géographie de la pensée dans la Renaissance qui peut être illustrée par Pantagruel, Rabelais. Bouffe tout, il t'en restera quelque chose, et chie sur les connaissances précédentes, rien à en perdre. Et la Renaissance, c'est décliner le jeu des possibles. Et ce déclinaison des jeux des possibles, on voit que Copernic y joue un petit rôle qui va être amplifié par la suite, amplifié par la juxtaposition des efforts de plusieurs géographies de pensée. La géographie de pensée mystique de Kepler n'est pas la calculatoire de Tycho Brahe, n'est pas la mécanicienne de Galilée, n'est pas la philosophie cartésienne, et n'est pas Newton qui veut trouver les principes d'une nouvelle religion. Et tout cela, ça va donner une sécularisation avec des voies différentes et avec une géographie de la pensée. Des géographies de la pensée. Merci Bernard.